20 ans qu'est sorti Meteora en mars 2003. 20 ans. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes. Ça me rajeunit pas. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler des 20 ans de l'album Meteora de Linkin Park. Alors, l'album vient de ressortir en mars de cette année, agrémenté de live, agrémenté d'un inédit, voilà, qui est sorti et qui reste, pour moi, comme tous les inédits qui ressortent des années après le succès d'un album, eh bien, on comprend pourquoi il est resté à le stade d'inédit et pourquoi il n'est pas sorti à l'époque. Non pas que ce soit un mauvais titre, mais vraiment, je trouve qu'il n'amène absolument rien. Mais voilà, c'était un petit aparté dans le cadre de cette introduction. Donc cet album, Meteora, est sorti en mars 2003 et a fait l'effet d'une bombe, réellement. Moi, je me souviens, j'avais monté mon premier studio d'enregistrement et quand cet album est sorti, on l'a vraiment écouté vraiment en se posant la question, mais comment ils ont fait? Parce que, à plus d'un titre, et on va le voir, cet album est incroyable. Déjà, artistiquement, cet album est majeur. Et comme je le dis dans cette vidéo Bibi Blabla, l'idée n'est pas de disséquer l'album, n'est pas de vous donner mon point de vue sur l'artistique. Voilà, je vais le résumer. C'est un album vraiment incroyable. Ça a été vraiment l'album crossover, déjà entre le métal et le hip-hop, mais vraiment entre le métal et le hip-hop fusionnés dans un style ultra pop, parce que les chansons sont ultra accessibles, et c'est ce qui a fait aussi l'incroyable force de cet album. Et puis, on a découvert Chester, qui est un chanteur vraiment incroyable, et qui, quelque part, dans cet album, s'est retrouvé être un peu le nouveau Kurt Cobain, je dirais, de cette génération 2003, 10 ans après, donc Nevermind de Nirvana. Donc, quelque part, il s'est adressé aux petits frères des grands frères donc de Nirvana, qui avaient grandi avec Nirvana, et il a mis vraiment dans cet album de l'énergie, de la rage, énormément d'émotions, énormément de désespoir. Bref, on sent vraiment la personnalité et le charisme et ce qu'a vécu, puisqu'on l'a su bien des années après, vraiment ce qu'a vécu Chester dans son enfance, par la drogue, la meth, je crois qu'il a été abandonné, enfin bon bref, il traînait dans la rue. Bref, une enfance assez difficile et que l'on peut vraiment sentir tout au long des titres, tout au long de sa voix et tout au long de l'émotion qu'il met dedans. Donc vraiment, je trouve qu'en termes d'émotion, on est assez proche de Kurt Cobain, mais 10 ans après, donc dans un contexte musical et un contexte du monde vraiment différent. Mais quelque part, on a la même origine, on a la même émotion, la même rupture, et c'est ce qui a parlé vraiment à autant de personnes, et peut-être que cet album est le dernier album à avoir parlé à autant de monde, en tout cas dans le rock, et pour ça c'est un album majeur, et je ne vais pas revenir dessus. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu, eh bien j'ai une théorie, certains diraient une hybride théorie, que je suis drôle, eh bien c'est de savoir en fait pourquoi cet album est quelque part l'album qui a sonné le glas pendant 20 ans, en tout cas pour tous les albums, de nombreux albums qui ont suivi Hybrid Theory. Et ça, je dirais, c'est un petit peu, Hybrid Theory. Non, Meteora, c'est un peu ma théorie. Et donc, on en parlait rapidement avec Reda, donc du campus musique de Reda, lors de l'interview que j'ai faite. Donc, je vous mets un petit extrait. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu vois, au niveau de la prod, je parle vraiment, parce que tu as aussi une chaîne où ça parle de prod. Bah, quand t'écoutes un Linkin Park, c'est bien, quoi. Donc, tu vois, mais je sais pas, faudra voir. Faudra que tu analyses ça, justement, sur ta chaîne. Est-ce que Linkin Park... Écoute, ça fait partie des choses, Linkin Park est sur ma tablette, des choses que je suis en train de préparer. Voilà. Super, c'est parfait, je serai au rendez-vous. Ok. Donc, ma théorie, c'est bien celle du syndrome de Stockholm, celle dans laquelle on est depuis cet album. Alors pourquoi? Parce que déjà, il me semble que cet album a été vraiment le premier album qui a vendu autant
à avoir un DR de 5, donc ce qu'on appelle une dynamic range, c'est-à-dire un volume de master aussi fort, donc vraiment le maximum absolu est le 0. Ensuite, on est en négatif. Et pour vous dire, pour vous faire un peu un rapport d'échelle, c'est-à-dire que cet album Meteora de Linkin Park est sorti avec, en tapant ce qu'on appelle le -5. Donc vous voyez juste en dessous le 0. Et puis aujourd'hui, ce qui sort sur YouTube, entre guillemets, est à -14. Donc vous voyez un petit peu la delta de décibels qu'il y a entre les deux. Et donc, on a vu fin des années 90 avoir ce mouvement vraiment s'intensifier, c'est-à-dire avoir des masters de plus en plus forts. Et au final, Meteora, quand il est sorti, avait donc un master à -5, ce qui fait que ça a été une claque, ça a été une avalanche, ça a été une déferlante de décibels quand on mettait le CD sur la platine parce qu'il était beaucoup plus fort que les autres. Et par le fait qu'il a été un des premiers notamment à avoir aussi autant de succès, ça a été un peu, c'est devenu quelque part, je pense, ça je le dis, c'est ma théorie. Alors, tout de suite, avant de continuer, je tiens à dire que, voilà, là ce que je vous annonce, donc c'est pour lancer le débat, donc je vais vous donner ma théorie, vous avez le droit bien entendu de la critiquer, vous avez bien entendu le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez surtout le droit de rester courtois dans les commentaires, parce que l'idée c'est de lancer un débat, c'est de débattre. Voilà, donc petit aparté. Et donc l'idée pour moi, donc ma théorie, c'est que comme il a été un des premiers à avoir un volume de master aussi fort, eh bien il a sonné le glas de toutes les productions avant, puisque en fait il est devenu un maître étalon. Alors un maître étalon pour les maisons de disques, puisque les maisons de disques, comme elles ne connaissaient rien là-dedans, elles n'y connaissent toujours pas grand-chose, se sont dit, eh bien, si cet album a vendu autant, c'est aussi grâce au fait que le volume soit aussi fort. Donc, on va faire sur toutes les sorties qui vont arriver, eh bien, un mastering aussi fort. Ça a été, à mon avis, je dirais, le schéma des maisons de disques. Le schéma des musiciens, ça a été de, quand ils mettaient leur album sur une platine, eh bien, il était hors de question que leur album soit moins fort que cet album Meteora qui avait explosé partout et qui était devenu une référence. Donc les musiciens, les artistes ont aussi demandé à avoir des masterings aussi forts parce qu'ils pensaient que c'était comme ça que la musique devait sonner à ce moment-là. Et puis les consommateurs ont eu la même réaction, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que 2003, c'était aussi le début des iPods et que Meteora dans un iPod, eh bien, sonnait ultra fort, donc mettait la claque à tout le reste. Et quand vous passiez sur les autres titres, eh bien, forcément, ça sonnait moins fort. Et ça, c'est une des caractéristiques du volume, c'est que on pense que plus c'est fort, mieux ça sonne. C'est vraiment une addiction. Vraiment, le cerveau n'arrive pas à juger. C'est-à-dire que plus c'est fort, plus il va aimer. C'est un peu comme le sucre. Plus c'est sucré et plus le cerveau est content. Alors que plus c'est sucré et à un moment donné moins bon c'est pas français ça, moins bon c'est. Mais on va garder moins bon c'est. Et donc plus c'est fort et plus en fait le son est écrasé et distordu. Et c'est là le propos de ma vidéo, c'est que, et pour répondre à Reda qui me demandait par rapport à ce que je pensais de la prod de Meteora, parce que pour lui c'est une des prods vraiment les plus importantes, et pour beaucoup, Meteora est une prod importante, et bien pour moi, Meteora sonne juste dégueulasse. Voilà, c'est là où vous avez le droit de m'insulter. Donc vraiment, je trouve que le son est crado, je trouve que les guitares sont vraiment, ont ce côté nid d'abeille, j'entends de la saturation partout, même en l'écoutant aujourd'hui sur Spotify, j'entends vraiment toute la saturation, donc sur des titres plus que d'autres, mais vraiment tout est saturé, tout est compressé. Au final, je le montre dans un bibi blabla que j'ai fait sur le mastering en 2020, voilà, donc ça a déjà 3 ans, mais tout est encore valable. Je vous conseille d'aller voir ce bibi blabla qui est en 2 parties, où je vous explique comment comparer les masters et comment les écouter, notamment en les comparant via YouTube. Donc je vous mets le lien ici. Tiens, j'en profite, puisqu'on en est là, eh bien, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci donc de cliquer
sur l'abonnement si ça vous dit de pouvoir me suivre et aussi de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos et donc d'avoir les notifications quand je sors une vidéo. Voilà, et puis puisque j'ai coupé le fil et je ne sais plus du tout où j'en suis, eh bien vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, des formations gratuites et puis des formations payantes sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, sur le mixage, oui, ma formation sur le mixage qui vient de sortir et qui bénéficie actuellement encore de 15% de remise. Et puis vous avez encore plein de choses. Donc voilà, donc aujourd'hui je trouve que la production est pas bonne et déjà à l'époque je me faisais une remarque qui est classique quand on a des albums qui sont aussi forts, qui ont un volume de sortie aussi fort, et bien en fait ça finit par vous casser les oreilles et vous avez mal à la tête si jamais vous l'écoutez un peu fort. Et cet album-là, je l'écoutais un peu fort dans ma voiture à l'époque et c'est vrai que, alors il ne dure que 36 minutes de mémoire, donc c'est un album assez court, donc ça c'est plutôt pas mal cette période où on sortait un peu des albums qui faisaient 74 minutes, on avait un condensé d'énergie. Donc je pense aussi en 2005 à Hypnotize et Mesmerize de System of a Down. Mais vraiment, cet album a marqué le glas sur un volume super fort. Donc on avait vraiment cette impression d'avoir eh bien, de la saturation, puisqu'il y a de la saturation. Il suffit de l'écouter encore aujourd'hui, vous avez de la saturation absolument partout. Les guitares qui au final ne sonnent pas si grosses que ça. Ok. Et donc le mix d'Andy Wallace qui a mixé donc Nevermind et le premier album de Rage Against the Machine qui est vraiment pour moi une prod essentielle en termes de référence, eh bien je pense que son mix a été écrasé, saturé par le master de, j'ai oublié son nom, mais au final on s'en fiche un peu. Voilà, donc au final cette prod ne sonne pas si bien que ça. Ce qui sonne super bien c'est la musique, voilà. Et quel dommage d'avoir fini comme ça, ultra compressé, dans un boudin de fréquences et de décibels complètement écrasés, parce que cet album est ultra riche. Et je pense qu'avec une prod vraiment beaucoup plus aérée, pour mémoire, donc je vous disais que cet album-là a une dynamic range de 5, et ce qu'il faut savoir, c'est que Nevermind, sorti un peu plus de 10 ans avant, avait une dynamic range de 12. Donc vous voyez, il y a pratiquement 7 dB d'écart en termes de volume. Donc Meteora est 7 dB plus fort que le Nirvana Nevermind, ce qui n'a pas empêché Nevermind de vendre beaucoup plus que Meteora. Donc à ce moment-là, on a basculé dans cette folie de la Loudness War, qui était de penser que plus c'était fort, plus les mastering étaient forts et plus ça allait vendre et mieux c'était. N'oublions pas que la plus grosse vente de disques rock reste encore Nevermind et qu'il avait une dynamic range de 12. Voilà, donc c'était vraiment des choses qui étaient accessibles, qui n'étaient pas ultra distordues, où il y avait de la dynamique, où il y avait de l'écart entre le niveau le plus faible et le niveau le plus élevé. Et c'est ça qui fait que la musique vit. Et je pense que cet album Meteora, ce que j'aurais aimé pour les 20 ans, c'est qu'il le ressorte avec agrémenté de ce qu'il voulait, mais c'est qu'il ressort dans une version un peu plus vinyle, dans une version avec un master, comme on commence à le refaire de plus en plus, avec un master qui respecte la dynamique, qui respecte vraiment le son, et ça aurait, je pense, donné beaucoup plus de relief au mix de Andy Wallace, et ça nous aurait permis eh bien, d'écouter aussi cet album-là en le mettant beaucoup plus fort sur nos sonos, sur nos chaînes, sur nos enceintes, pour profiter vraiment de la dynamique et de ne pas avoir eh bien, cette saturation présente partout sur les guitares, sur le kick, sur même la voix, et donc d'avoir quelque chose d'un peu plus rock, parce qu'au final, c'est un album ultra rock. C'est ce qui a fait aussi son grand succès, c'est que je le disais, c'est vraiment ce côté crossover entre le metal, le hip-hop et la pop, et on n'a jamais réussi à refaire ça. Je pense que même Linkin Park n'a pas réussi à refaire un album aussi accessible, aussi puissant que cet album. Et donc, on a enchaîné 3 ans ou 5 ans après, en 2008, avec
le Death Magnetic de Metallica qui lui est monté en Dynamic Range à 3, donc ça a été vraiment le summum du summum. Là on s'est rendu compte que vraiment c'était pas le truc, mais on n'arrive pas à redescendre. Et donc ce qui s'est passé, ce syndrome de Stockholm que l'on a, puisque beaucoup de mômes de l'époque ont appris, Reda nous parlait de ça, ont fait leurs armes sur cet album, et donc ce son carton, ce que j'appelle ce son carton, est devenu pour eux la référence de comment devait sonner un album. Et donc on a depuis toutes ces années des albums qui sont ultra compressés au mix, ultra compressés au mastering, et quelque part beaucoup de musiciens, beaucoup de jeunes artistes ont fait leurs oreilles, puisque vraiment l'oreille s'éduque par rapport à ce son. Et en fait, on est un peu prisonnier de ça parce que en fait, c'est un faux ami. On pense que vraiment, c'est bien. Et donc, on a fait de notre bourreau, quelque part, notre référent et notre meilleur ami. Bref, en France, on a, pareil, j'en parle souvent, Chaka Ponk dans le côté rock, quelque part un peu hybride comme ça, a exactement ce même son, super saturé, guitare en nid d'abeille, de la saturation partout sur le kick, sur la voix, un volume de sortie extrêmement fort, pour au final plus de dynamique et au final beaucoup moins, je trouve, d'intérêt sur leurs albums. Alors que, pareil, je suis assez fan de Chaka Ponk, de leur musique, mais pas du tout de leur prod, parce que je trouve que ce sont des albums qui sont fatigants à écouter, puisqu'il y a une saturation numérique, une saturation présente sur l'ensemble de la musique qui fait que, je trouve ça fatigant pour les oreilles, fatigant pour le cerveau, parce que le cerveau enregistre cette distorsion et quelque part, on n'a pas le côté plaisant de la musique, des fréquences, des harmoniques naturelles. On a une saturation constante et ça, c'est dommage. Et quelque part, on s'inflige ça depuis près de 20 ans. Alors, aujourd'hui, fort heureusement, on a depuis quand même 5-6 ans, on a des ingénieurs en mastering qui militent pour le retour à une dynamic range, je dirais, cohérente, donc aux alentours de 12, de 14, voire même de 10 jusqu'à 10, c'est bien. Moi, je fais mes masters maxi jusqu'à 10 et ça reste des masterings qui restent chantants, qui ont énormément d'énergie, mais où la compression, le limiting ne vient pas bouffer vraiment la musique. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de refuser en tant qu'artiste, quand vous travaillez avec un ingénieur du son ou travaillez avec un studio de mastering, c'est de refuser ce trop-plein de décibels, de ne pas mélanger qualité et quantité de décibels pour garder simplement quelque chose de musical. Et donc pour conclure, je pense que un mastering n'a pas besoin d'être aussi fort. Voilà, cet album, Meteora, reste un album incroyable, au contenu incroyable. Il a été aussi quelque part incroyable parce qu'il a été le premier album à être aussi fort et à remporter un grand succès. Mais voilà, il a joué sur l'addiction, comme je le dis, comme le sucre. Vraiment, le volume d'un master, c'est comme le sucre, c'est une addiction. Et donc, le fait de refuser ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus équilibré, de plus sain pour vos oreilles, vraiment. Et donc, vous permettre d'avoir toute la musicalité possible d'un enregistrement, d'une production, d'un mixage et surtout de l'émotion. Et je pense que l'énergie mise par les musiciens pendant l'enregistrement de cet album et notamment de Chester sur la voix ne serait pas passée inaperçue avec un dynamic range beaucoup plus faible. Je dirais s'il avait été fait comme quelque part le Nevermind de Nirvana, voilà, on aurait eu la même énergie, la même qualité, puisqu'on l'a eu quelque part avec Nevermind. On a eu toute la vulnérabilité, toute l'agressivité, toute l'émotivité dans cet album. Pourquoi on ne l'aurait pas eu 10 ans après, je dirais, avec un mastering quasiment identique. Et perso, je trouve que au contraire, plus le volume est fort, plus on perd l'émotion, plus on gagne, ok, en énergie, mais on perd en subtilité, on perd en émotion, on perd en détail, puisque forcément, on compresse l'ensemble. Voilà, le débat est lancé. Je pense que, bien entendu, certains ne vont pas être d'accord avec ça. Et je le redis, cet album reste fantastique, reste un album majeur. Mais je pense qu'il aurait mieux valu
le faire avec un mastering beaucoup moins fort. Et ce qui aurait été judicieux, aujourd'hui, 20 ans après, quand on se rend compte que aujourd'hui tout le monde le sait dans l'industrie que c'est pas ça qui fait vendre des disques et ce n'est pas ça qui met vraiment en avant la musique, eh bien il aurait été judicieux de refaire un master par rapport à un mix beaucoup plus aéré, voilà, quelque chose de beaucoup plus dynamique et je pense que cet album aurait eu une deuxième vie, voilà, parce que de mettre des inédits qui ne sont pas sortis à l'époque, je vois pas l'intérêt, de mettre des lives sortis à l'époque, je vois pas trop l'intérêt, mais par contre, d'offrir une autre lecture, parce que c'est vraiment une autre lecture qu'on peut avoir grâce à un master beaucoup plus cohérent et beaucoup plus dynamique, voilà, ça aurait été vraiment eh bien, une expérience, en tout cas que j'aurais aimé vivre 20 ans après pour redécouvrir cet album. Et c'est quelque part des choses que j'aimerais redécouvrir, des albums que j'ai aimés, mais qui ne sont pour moi aujourd'hui inécoutables parce que masterisés trop fort. Eh bien, je pense que les artistes pourraient reproposer quelque chose avec un autre mastering beaucoup plus cohérent, beaucoup plus dynamique pour vivre une autre expérience parce que tout le monde n'a pas envie de se prendre une tarte dans la gueule de quelque chose super saturé et super fort tout le temps. Voilà, donc c'était mon avis sur ce syndrome de Stockholm que l'on vit par l'album Meteora depuis plus de 20 ans. Et donc j'attends vos commentaires. Et puis je vous embrasse et je vous dis eh bien à la semaine prochaine, tout simplement. Ciao!